Eh bien, Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir l'agence Info Libre pour cet entretien. Alors, ce qui a motivé d'abord notre prise de contact avec vous, c'est votre coup de gueule concernant Christophe de Margerie, qui vous a valu les foudres des ténors du Parti Socialiste, où notamment Manuel Valls a dit que vous ne méritiez pas d'être au PS. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette affaire et quelles sont les conséquences que cela a eu finalement? Du coup, il se mêle Manuel Valls. C'est pas à lui de décider qui est membre ou pas membre du Parti Socialiste. En plus, il veut changer le nom du parti. C'est quelque chose qui ne va pas de son côté. Depuis quand c'est un Premier ministre qui décide des adhérents d'un parti? Moi, je suis socialiste. Moi, j'ai pas envie de changer le nom de mon parti. Mais j'ai pas poussé de coup de gueule sur Marjorie, moi. J'ai dit à l'occasion du décès du PDG de Total qu'il fallait que Total arrête de nous voler. Et j'ai dit que Total c'était des suceurs de sang. Je le redis. Parce que qu'est-ce que c'est Total? C'est la plus grande entreprise de ce pays. Bon, je crois que le chiffre d'affaires doit être de 270 milliards, quelque chose comme ça. Écoutez, elle ne paye pas d'impôts en France. Aucun impôt. Il paraît que ça s'appelle optimisation fiscale. Expliquez-moi comment on optimise quand on est, nous, simples citoyens, nos impôts. On les paye. Pourquoi la société la plus riche ne paye pas en France? Bon. La deuxième chose, les PDG de cette société, et donc le défunt, alors je mets les choses au point, hein, moi j'ai de l'empathie pour la mort de tous les humains, je ne me réjouis jamais de la mort de quelqu'un. Je prends un exemple, par exemple, quand Margaret Thatcher est décédée, il y a eu plus de 2 millions de Britanniques qui ont sablé le champagne. Moi, je ne sable pas le champagne dans ce cas-là. Je le garde pour la vie, pas pour la mort. Quand Pinochet est décédé, j'étais en direct à la télévision quand on l'a appris avec Sarkozy, dans une émission de Serge Moati, qui s'appelait Riposte. On était en 2006, décembre 2006. Et Serge Moati, dans son oreillette, apprend que Pinochet est mort. Et moi, je comprends ce qu'il me dit, parce que Sarkozy est en train de parler, qui est à 2 places de moi. Et Moati se tourne vers Sarkozy et dit: on apprend la mort d'Augusto Pinochet, quelle réaction? Et Sarkozy hésite et dit pas de réaction. Et moi je vais dire mais Pinochet était un assassin du peuple chilien. Ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas été jugé, que la justice n'ait pas été faite. Et en conséquence, c'est ça qui va être retenu d'ailleurs, parce qu'au zapping, ce qui va passer, c'est que dans l'instantané, je regrette que Pinochet n'ait pas été jugé. Ensuite, je peux vous citer un autre exemple. Quand Chavez est mort, Hugo Chavez, il y a un socialiste français, Pierre Chapira pour ne pas le nommer, qui a dit le peuple vénézuélien est enfin libéré. Ce qui, entre nous, est beaucoup plus choquant que moi, qui n'ai pas dit un mot contre Christophe de Margerie. Moi, je comprends ce que ça doit être, un crash à Moscou. J'ai peur de la mort et des avions, moi. Je suis absolument quelqu'un d'ordinaire. Et donc, je ne manque pas d'empathie. C'est donc pas ça. Sauf que je venais de l'apprendre, il était très tôt le matin. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas un officiel, je ne suis pas député. Je n'ai aucun mandat pour rendre hommage à Christophe de Margerie et à sa famille que je ne connais pas. Ce n'est pas mon rôle. Donc moi, je suis un militant politique, donc j'ai fait la politique, donc j'ai parlé de Total. Donc j'ai parlé du PDG. Et je parle pas de... Je manque pas de respect à l'humain. Je parle du PDG. Le PDG gagnait 1500 SMIC en 3 ans ou 5 ans. Mais un PDG qui gagne 1500 SMIC, c'est un suceur de sang. Il ne peut pas gagner 1500 SMIC sans le voler à ceux qui sont en dessous. Car personne ne mérite de gagner 1500 SMIC. C'est pas par le travail qu'on l'a, c'est par l'exploitation du travail des autres. Je vais prendre un autre, Gérard Mestralet, qui est bien vivant, et tant mieux pour lui, et qui part en retraite avec 21 millions d'euros. Mais c'est un suceur de sang, de sueur, de cervelle. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais comme il usurpe, il extorque l'argent qu'il a des salariés qui sont en dessous de lui. On prend un troisième exemple, le PDG de Sanofi, qui vient de se faire virer par Sanofi, sans doute parce qu'il n'atteignait pas les critères voulus. Mais enfin, il va avoir 5,8 millions de primes de départ, sans parler de tous les avantages qu'il aura par ailleurs, parce que tout n'est pas fini. Ce sont des suceurs de sang. Si on n'a plus le droit de dire ça, mais dans quel pays on est? Si on se fait attaquer, vous manquez de bienséance parce que vous rappelez ça, mais où on est? Et évidemment, le jour où je l'ai fait, en plus, j'étais pas tout seul.
Parce qu'au même quart d'heure où je faisais mon tweet, Le Monde rédigeait sa chronologie pour l'après-midi. Et ils expliquaient quand même ce qu'était Total, ce qu'a fait Total en Birmanie, ce qu'a fait Total en Afrique. On pouvait rappeler AZF, parce qu'il a fallu que les familles se battent, les familles endeuillées d'AZF se battent pour obtenir réparation. Il faut rappeler Erika. On m'a dit parfois, mais Monsieur de Margerie était PDG que dans les 4 dernières... Mais c'était pas de ça dont il était question, c'était Total. Monsieur de Margerie a fait toute sa carrière à Total, et quand il n'était pas numéro 1, il était numéro 2, numéro 3. C'est à propos du décès du PDG que je me suis exprimé. Donc je ne suis ni accusé, ni accusable, je ne me défends pas, je ne regrette rien, et si c'était à faire, je le referais. Et c'est un droit démocratique pour un militant politique que de mettre en cause une société comme Total sans se faire agresser, soi-disant au nom de la bienséance. Bon, je ferme ma parenthèse, je reviens à Manuel Valls et au bruit qui est autour. Quand je l'ai fait, c'était M. Ciotti qui a demandé mon expulsion du PS. Éric Ciotti, c'est par tweet. Et ceux qui ont fait des mails pour faire campagne, c'était l'UMP. Et celui qui pose la question à Manuel Valls au Parlement, c'est l'UMP. Et Valls lui répond en lui donnant raison à l'UMP. C'est quand même étrange. Bon, en fait, je me surprends pas trop. Parce que si Manuel Valls veut changer le nom du Parti Socialiste, il faut qu'il essaie de chasser les gens comme moi. Moi, je suis socialiste, je suis du côté de Jaurès, je ne suis pas du côté de Manuel Valls. Justement, François Hollande parlait de la finance comme un ennemi sans visage. Manuel Valls était récemment à la City, où il disait « I am pro-business ». Oui, oui. Est-ce que ce gouvernement, dirigé par Manuel Valls, est-il vraiment de gauche? Alors, il y a deux questions, si vous me permettez. Quand Manuel Valls va à la City, il dit « je suis pro-business », quand il va au MEDEF, il dit « je suis pro-vive les entreprises ». Je ne partage pas ce langage. Non pas que je sois contre les affaires. Et les entreprises, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Il n'y a pas d'entreprise. Celui qui dit « vive l'entreprise » a du vent dans la tête. Il y a 1 200 000 entreprises différentes. Le mythe de l'entreprise est une bêtise. J'ai vu sortir des « vive l'entreprise » avec un grand E. On mythifie l'entreprise. Non, ça n'a rien à voir, 1 million d'entreprises de moins de 10, le boulanger du coin, avec les 1000 entreprises de plus de 1000 qui font 50% du produit intérieur brut en France. Et les 1000 de plus de 1000, avant les TPE, 1 million de moins de 10, il y a ce qu'on appelle les PME, les PMI ou les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Eh bien, vous savez que celles-là, à 80%, elles sont dépendantes des 1000. C'est-à-dire que 80% des PME sont dans un groupe. Ça a beaucoup d'importance de comprendre ça. Parce que par exemple, quand vous aidez, j'entends des gens qui connaissent rien et puis qui disent qu'il faut aider les PME. Mais si vous aidez les PME, vous aidez les grosses, parce que c'est les grosses qui vont passer le marché. Et si vous avez de l'argent à la PME, la grosse dit, vous avez reçu de l'argent de l'État, donc je ne vous verse pas la même somme, moi. Et donc en vérité, l'argent qu'on donne aux PME, PMI est siphonné vers les grosses. C'est important de comprendre ça. L'âne qui dit vive l'entreprise, il ne sait rien de tout ça. Il n'a jamais étudié d'un peu près comment ça marche dans la sous-traitance, en cascade. Parce que 88% des salariés des PME sont dans des groupes. Seulement 12,5% ne sont dans des entreprises qu'on peut qualifier d'indépendantes. Et elles sont fragiles. Voilà. Donc quand on a compris ça, on sait tout ce que c'est, comment fonctionne l'ensemble du système, de la pyramide, avec la puissance déterminante des 1000 entreprises au-dessus, avec la faiblesse et la souffrance dans les TPE et le 1 million de moins de 10, et dans les entreprises intermédiaires qui se font sucer dans des sous-traitances en cascade par les grosses. Voilà. Là, j'ai fait un tableau sérieux. Et Valls, quand il dit vive l'entreprise devant le MEDEF, qu'est-ce qu'il cherche? L'appui du MEDEF. Ça, c'est un appui politique, c'est pas la défense de l'emploi. Parce que le MEDEF ne fait pas d'emploi, il en supprime. Les plus grosses des entreprises sont celles qui suppriment des emplois, ça s'appelle externaliser. C'est-à-dire qu'on renvoie à des petites entreprises en dessous des spécificités, mais c'est surtout pour baisser le coût de la main-d'œuvre. C'est surtout pour enlever des droits aux salariés. C'est surtout pour briser une unité syndicale ou diminuer le rôle des institutions représentatives du personnel. C'est pour ça qu'ils externalisent. On dit parfois les PME créent de l'emploi, mais c'est parce que justement les grosses dégraissent les emplois. Et si elles pouvaient rester que des holdings et pomper tout le fric qu'elles vont ensuite passer aux îles Caïmans et pas dans l'investissement, on comprend comment ça se passe. Et donc toute la philosophie de Manuel Valls dans ce domaine est basée sur une erreur d'appréciation, de compréhension de la réalité des entreprises et de ce qu'est
le travail. Il faudrait lui donner quelques cours. Je ne sais pas comment il est arrivé Premier ministre. Mais bon, et comme ça, il avait 5% des voix. Dans la Ve République, les nominations se font par en haut, au lieu d'émaner du Parlement. On s'explique comme ça. Mais votre deuxième question, c'était, est-ce que Manuel Valls est de gauche? Mais oui, il est de gauche. C'est l'extrême droite de la gauche, mais il est de gauche. À gauche, il y a beaucoup de positions. C'est un éventail, la gauche. Alors comment on l'apprécie? D'abord, l'appartenance à la gauche est déclarative. Ceux qui se disent de gauche sont de gauche. Il n'y a pas de haute autorité pour déterminer qui est de gauche et qui ne l'est pas. La deuxième chose, c'est que dans la gauche, il y a au moins 17 partis en France. Au moins 30 orientations, parce qu'il y a au moins 4 orientations dans chacun des partis. C'est normal, c'est pluriel, c'est pluraliste. Ça reflète le salariat dans cette diversité, c'est-à-dire la base sociale, le salariat. Le salariat produit les richesses, et il n'en a pas la part qu'il mérite. Pour se défendre, il essaie de produire des idées politiques, des partis politiques et des syndicats. Il y a 8 syndicats. Bon, bah, même dans les syndicats, il y en a quelques-uns qui soutiennent Valls. Tout ça, ça fait partie d'eux. Mais c'est, disons, l'aile droitière, on va dire social-libéral, encore qu'en ce moment, je ne sais pas s'il y a beaucoup de social, plutôt pro-libéral. Mais de la gauche, puis vous avez de l'autre côté des ailes gauchistes, que chacun peut identifier aussi, qui se connaissent, etc. Puis au milieu, vous avez différentes choses. Dans le Parti socialiste, il y a plutôt le cœur de la gauche, qui se trouve aussi dans le Parti communiste, qui va se trouver avec les Verts, par exemple. Vous avez le cœur de la gauche, puis vous avez les extrêmes de la gauche. La gauche est un tout. Il ne faut pas la découper. Moi, je veux la rassembler. Ah, évidemment, je ne veux pas la rassembler sur des positions sociales libérales, pas sur celles de Manuel Valls. Je ne veux pas la rassembler sur des positions gauchistes, je veux la rassembler sur un programme qui serait un vrai programme de transformation sociale au cœur de la gauche. Eh bien, on n'en était pas si loin quand on a gagné en mai-juin 2012. Parce que finalement, je défends à peu près la ligne du discours de François Hollande au Bourget. Je défends à peu près le projet socialiste qui avait été adopté à l'unanimité en 2011. Je défends qu'on augmente les salaires, je défends qu'on fasse la relance, je défends qu'on redistribue les richesses, je défends qu'on ait une politique contre la finance. Bon voilà, je vous ai fait le tableau. À la fois, Valls est une aile droitière de la gauche, à la fois il est à gauche, mais à la fois sa politique pro-MEDEF, pro-business n'est pas la bonne. Emmanuel Macron, ancien de la banque Rothschild au ministère de l'économie, est-ce que c'est avec un ministre comme ceci qu'on va combattre l'ennemi sans visage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et vous savez à quoi me fait penser la nomination d'Emmanuel Macron? Ça me fait penser à la prise de pouvoir par Tony Blair sur le Labour Party en Grande-Bretagne, il y a maintenant une vingtaine d'années. À l'époque, Tony Blair était a été considéré par les vieux du Parti travailliste britannique comme un blanc-bec, quoi, hein, bon, et Tony Blair est venu avec des méthodes modernes, jeune, dynamique, etc. Et il a d'abord cherché l'appui de la City. Il est allé se faire plébisciter dans tous les cercles patronaux et financiers britanniques. Et puis ensuite, il est parti à l'assaut du Labour. Alors dans le Labour, il y avait des réactions différentes. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins à gauche, l'aile gauche du Labour avec Tony Benn qui est décédé cet été. Il y avait beaucoup de composantes de sensibilité, donc comme dans tout parti socialiste vivant. En fait, Tony Blair a réussi, en s'appuyant sur la City, les médias, etc., qu'il avait ainsi gagné, à saucissonner les oppositions du Labour, à les opposer les unes aux autres. Et puis petit à petit, il a pris le contrôle. Il a changé les statuts, il a coupé les liens avec les organisations syndicales, et ensuite il a nommé des nouveaux dirigeants dès Macron. Macron 1, Macron 2, Macron 3, Macron 4. On n'avait plus des gens qui étaient issus du mouvement syndical, du mouvement social, etc. On avait des technocrates, des représentants de la City qui étaient à la tête du Labour. Et donc cette chose-là a été une vraie catastrophe pour le Labour, parce que bon, Blair a finalement s'est moulé dans l'héritage de Margaret Thatcher. Bon, il a quand même fait un SMIC en Grande-Bretagne, il a quand même recruté quelques centaines de milliers de fonctionnaires que Thatcher avait supprimés, il a quand même corrigé un certain nombre des aspects terrifiants de la politique de Thatcher, mais en gros, il a quand même aussi en même temps pris la main et le contrôle du Labour sur une orientation qui s'est appelée ensuite troisième voie, qui est allée chercher vers Clinton et vers Schröder à l'époque, etc. Bon, ce n'est pas encore arrivé au Parti français. Mais l'opération de Valls ressemble à ça. Elle ressemble à une tentative de mainmise de l'extérieur, s'appuyant sur le MEDEF. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand Manuel Valls supprime la loi Allure de Cécile Duflot sur le logement,
Il se fait bien voir des promoteurs immobiliers. Ben, les promoteurs immobiliers sauront l'aider pour se renforcer à la tête du Parti socialiste ensuite. Bon, c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Et il y a une question de survie pour le Parti socialiste, qui conserve le meilleur de sa tradition. Est-ce qu'il reste ancré à gauche, ou est-ce qu'il va subir une transformation de ce type? Ça, c'est la discussion et les choix qui vont s'opérer dans les mois qui viennent en vue du prochain congrès du Parti socialiste. Alors, l'un des nouveaux mots-clés du gouvernement, c'est la simplification, chose qui risque de s'appliquer au droit du travail, notamment au niveau des contrats de travail, où on nous parle d'un contrat de travail unique. En tant qu'ancien inspecteur du travail, comment vous anticipez cette réforme? Écoutez, la simplification du Code du travail, c'est un mot d'ordre patronal depuis 30 ans ou 40 ans. Hein. L'Union des industries et métiers métallurgiques réclamait l'abolition des seuils sociaux bien avant la crise. Le travail le dimanche, ils réclamaient ça bien avant la crise. La diminution des droits syndicaux et des institutions représentatives du personnel, même Balladur avait commencé à le faire dans la loi quinquennale en 1993. Donc tout ce que nous dit en ce moment est de circonstances. Il n'y a aucun rapport entre la crise et la simplification du Code du travail. C'est un prétexte. C'est-à-dire que c'est faire plaisir aux libéraux de Bruxelles en disant écoutez, on va faire des réformes structurelles, on va faire travailler plus et gagner moins le salariat. Bon, alors allons-y sur le Code du travail parce que c'est très drôlement important. Ceux qui disent qu'ils veulent le simplifier, c'est terrible, c'est qu'ils ne savent rien. Il a été simplifié par la droite, à son éventé. Il a même été réécrit entièrement entre 2004 et 2008 par une ordonnance de M. Fillon et Raffarin, décembre 2004, c'était réécrire le Code du travail à droit constant, et en fait, ils ont mis 4 ans, et ça a été promulgué le 1er mai 2008 par Chirac. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Ils ont supprimé 500 lois. Ils ont diminué le texte de 10%. Quand Bayrou, l'autre jour à la télévision, montre le Code du travail français, 3389 pages, en disant c'est trop lourd, etc., c'est mieux le Code suisse. Bayrou ne sait même pas de ce dont il parle. Ce dans les 3990 pages, c'est l'édition Dalloz, il y en a 3300 de commentaires. C'est comme si vous étiez Françoise Sagan amendée par Marcel Proust. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les arrêtés, les décrets, la jurisprudence, les annotations, le sommaire, le glossaire. C'est 3300 pages sur 3900. En fait, les lois, c'est 675 pages. C'est comme le Code suisse. Donc le gars, il ne sait pas. Hein, si Bayrou avait été obligé de passer la serpillière dans les écoles de sa circonscription le midi après le repas, il serait préoccupé du Code du travail. Il aurait regardé dans quelles conditions il était obligé de se baisser ou pas de se baisser, quelles chaussures il avait pour pas glisser, et quelle durée du travail était, et quel était son temps de repos et ses pauses pipi. Et il aurait regardé, il aurait eu besoin d'un Code du travail, Bayrou, s'il avait travaillé de cette façon. Et donc là, il ne connaît même pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas que c'est 675 pages de loi. Le code n'est pas gros, c'est le plus petit des codes. Il n'y a pas besoin de le réduire ou de le simplifier. Ça a déjà été fait. Et en plus, de façon curieuse, parce que la droite il y avait, avant la recodification, 2004, il y avait 1150 lois environ dans le code. Je vous ai dit qu'ils en suppriment 500. Mais ils les divisent en 3850. C'est-à-dire qu'ils renumérotent tout, puis ils font des petits, de chaque alinéa, un chapitre avec 4 chiffres, article L, machin, 22, 32, quoi. Hein, et ils en font 3850 avec les 1150. Puis maintenant, vous avez des ânes battés qui disent « Ok, il y a 3850 lois. » Il y en a moins qu'avant. Mais ils ont simplement recompté les lois autrement pour vous dire l'escroquerie intellectuelle que ça représente. Quoi. Et puis, de toute façon, dans le Code du travail, il y a 10 lois qui servent. La naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat, les institutions représentatives du personnel, la question du SMIC et du paiement des heures supplémentaires. Il y a à peu près 10 lois qui servent au prud'homme, dans 80-90% des cas. On va me dire, mais s'il y a 10 lois, alors pourquoi il y en a 675? Aussi parce que les métiers se sont complexifiés, parce qu'on a 700 branches, parce qu'il y a 385 conventions collectives nationales, parce que quand le Code du travail a été inauguré en 1910, il y avait 3 millions de salariés, mais aujourd'hui il y en a 18 millions.
Ça c'est compliqué. Donc, et puis on a fait des progrès, c'est un progrès quand le code du travail s'enrichit, parce que c'est comme ça qu'on met des chaussures de sécurité, qu'on met des casques, qu'on met des baudriers, qu'on a des comités hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est comme ça qu'on a un peu plus de contrôle, un petit peu plus de respect des salariés dans les institutions représentatives du personnel. C'est comme ça qu'on a eu des comités entreprises, des délégués du personnel, comme ça qu'on a eu la médecine du travail. Tout ça c'est dans le code, heureusement que c'est dans le code. Donc je dis ça, c'est insolent la façon dont on veut simplifier le code du travail. C'est insolent. Bon. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le code du travail? Que c'est un code, c'est la mesure du degré de civilisation d'une société. C'est un code fait de sang et de sueur, de lutte et de larmes. Le code du travail, c'est ce qu'il y a de plus intime, même pour les gens qui ne le savent pas. Le code du travail, c'est essentiel, c'est vital. C'est la vie quotidienne au travail. Et le code du travail, c'est quand vous avez un bon code du travail, vous avez un bon boulot. Quand vous avez un mauvais code du travail, vous êtes traité comme un chien. Le code du travail, c'est la dignité du salarié. Alors c'est le texte le moins enseigné dans les écoles. On envoie des mots en alternance sans leur dire ce qu'il y a dedans. C'est le texte le plus dénigré. Alors là, tous les jours, vous avez des attaques contre le code du travail. C'est le texte le plus fraudé. Alors là, la délinquance, je dis bien délinquance, hein, parce que je sais distinguer entre les contraventions et puis les délits. Hein. C'est-à-dire les délits par rapport au code du travail, c'est les plus considérables. Alors que pourtant, il n'y a qu'1 200 000 patrons, eh ben, ils en commettent des délits. Hein. Bon. Et donc, il y a un droit pénal du travail. Il y a une inspection du travail. Et le respect du code, c'est essentiel. Et c'est à ça qu'ils s'attaquent sous couvert de le simplifier. Il y a eu l'année dernière quelque chose qui est passé assez inaperçu, qui s'appelait l'accord national interprofessionnel, qui ouvre la voie entre guillemets, à la suppression du CDI. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement Oui, sur cet accord ? brièvement, il faudrait du temps. J'ai même fait un livre entièrement là-dessus qui s'appelle « Comment résister à la démolition du Code du travail » qui vient juste de sortir et qui récapitule le chemin parcouru entre l'ANI, Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, et la loi du 14 juin 2013 qui l'a transcrit dans les textes officiels de la République. Alors il faut d'abord dire aux gens, l'ANI, il y en a beaucoup, des accords nationaux interprofessionnels. Par exemple, les accords Matignon qui font les 40 heures et les congés payés, c'est un ANI. Les accords de Grenelle, en mai 68, juin 68, qui augmentent les salaires de 33% et de 55%, c'est un ANI. Des ANI, il y en a tout le temps. Mais il y a des bons ANI et des mauvais ANI. Celui-là était un mauvais. Pourtant, au début, la feuille de route du gouvernement semblait bonne. Il disait faut lutter contre la précarité, faut contrôler les licenciements, faut permettre aux entreprises d'être reprises par les salariés quand elles sont en difficulté. L'intention était bonne au sommet social qui s'est ouvert en juillet 2012. Et la feuille de route de septembre 2012 semblait bonne. Mais c'est le MEDEF qui a pris la main, qui a écrit le texte. C'était avec du papier MEDEF, un stylo MEDEF, dans les locaux du MEDEF. Et il y a des syndicats qui s'y sont ralliés. Voilà, ils sont une minorité syndicale, mais ils ont signé. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont signé? 27 articles dans lesquels il n'y a que du mauvais. Et parfois, on nous a tenté de nous dire « Mais non, c'est super, il va y avoir un plancher de 24 heures pour les temps partiels, comme ça, il n'y aura plus de petits boulots. » Ça a été signé, ça nous a été vanté, ça a été éventé, si je peux me permettre depuis, parce que ça a été toujours remis en cause. C'est-à-dire que le patronat s'est moqué de sa propre signature, et ensuite de la loi. Parce qu'on nous avait dit, le contrat doit l'emporter sur la loi. Alors, moi, je suis pour les contrats. Hein. Je veux dire, il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire. Ceci dit, si on n'a pas de loi, par exemple, on n'aurait jamais eu les 40 heures, les 39 heures et les 35 heures. C'est par la loi. S'il n'y avait pas de loi, on n'aurait jamais eu de sécurité sociale, on n'aurait jamais eu de retraite. Enfin, tous les aspects du code, c'est la loi, c'est l'ordre public social. Parce que sinon, ça n'est pas contrôlé, pas contrôlable et pas sanctionnable. Bon. Mais là, on nous a dit, c'est le contrat, l'ANI va l'emporter. Le patronat signe, 24 heures, plancher, 24 heures. Et alors, ça devait être négocié et rentrer en vigueur avant le 30 décembre 2013. Rien n'a été signé ni rentré en vigueur. Tel point que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault lui-même a été obligé de faire ce qu'on appelle, pour la technique, une saisine rectificative le 22 janvier 2014. Pour permettre de repousser le délai, c'est passé par une autre loi, le 7 mars 2014, qui a repoussé le délai au 30 juin 2014 pour que le plancher
de 24 heures soit négocié. Et le 30 juin 2014, aucun plancher n'avait été négocié, ni dans la grande distribution, ni dans les soins aux personnes, ni dans le nettoyage, ni dans la chaussure, enfin bon. Le patronat ne veut plus. Il a signé le contrat, il a réclamé que la loi soit conforme au contrat, et puis il n'en fait rien. On est 25 mois plus tard, 26 mois plus tard, et ben on n'a rien. Et ce que je viens de vous dire sur le plancher, je peux vous faire la démonstration sur les 27 articles de l'ANI, qui sont devenus au total une quinzaine d'articles de la loi du 14 juin. Parce que ça a été pareil sur la taxation des contrats à durée déterminée, ça a été pareil sur les licenciements. Au lieu d'être protégés, les licenciements ont été facilités. Ça a été pareil sur la diminution des pouvoirs des prud'hommes. Ça a été pareil sur la possibilité dans une entreprise de faire varier les horaires et de faire baisser les salaires. Ça a été pareil sur le déroulement des carrières. Ça a été pareil sur la formation professionnelle. Ça a été pareil sur les complémentaires santé. Tiens, je vais quand même vous l'illustrer sur les complémentaires santé. L'ANI disait il va y avoir des complémentaires santé pour tout le monde, ceux qui n'en ont pas vont en avoir. Qu'est-ce que c'est une complémentaire santé? En fait, c'est de l'argent qui ne va pas à la sécurité sociale. Moi, je suis contre le millefeuille, sécurité sociale, caisse de prévoyance, complémentaire santé, mutuelle. S'il y a de l'argent, qu'il aille dans une seule caisse et que tout soit mutualisé, c'est le rôle de la sécurité sociale. Chaque fois que vous décomposez, que vous privatisez une collecte de fonds, vous faites éclater quelque part de la sécurité sociale et ça a des dommages sur la santé de tout le monde. Bon, complémentaire santé. Mais la complémentaire santé qui a été signée, en plus, elle ne sert qu'aux grandes assurances. Je peux vous l'expliquer, parce que d'abord, elle est moins avantageuse que même les complémentaires qu'il y avait pour la CMU, qui a été décidée 10 ans plus tôt. Elle vous rapporte moins pour les lunettes, elle vous rapporte moins pour les dents, elle est plus chère pour le salarié. Et c'est l'employeur qui décide où va l'argent. Et évidemment, en ce moment, c'est les grandes assurances, AXA, Allianz, Generali, sans parler des fausses vraies mutuelles, Médéric, Malakoff ou autres, qui captent l'argent, ils s'apprêtent parce que ça se met en place que le 1er janvier 2016. Mais vous avez déjà les prospecteurs et les prospectus. Vous ouvrez n'importe quoi sur Internet ou dans vos boîtes à lettres, là, vous avez la proposition de la complémentaire privée, pour l'argent privé, qui échappe donc à la sécurité sociale. Donc c'est une mauvaise complémentaire, c'est une mauvaise mutuelle, c'est privatisé et ça va dans le dos de la sécurité sociale. Bon, ça a été signé par 3 syndicats, ça devait passer par loi, et bien même maintenant, le patronat remet en cause la façon dont ça va être mis en place. C'est-à-dire qu'il a saisi le Conseil constitutionnel, qui lui a donné raison, pour qu'il n'y ait pas de négociation avec les partenaires sociaux sur où va l'argent et comment ça va se mettre en place. Pour que ça soit seulement sous l'autorité de l'employeur d'ici le 1er janvier 2016. Bon, je ne vais pas trop rajouter, je peux vous faire ça sur tous les articles. D'ailleurs, ce que j'ai fait par livre, mon livre est petit mais très précis. Il a pour fonction d'analyser les 27 articles de l'ANI, et puis ensuite les 14 ou 15 articles de la loi, et de voir depuis qu'est-ce qui s'est mis en place. Je vais prendre encore un autre exemple, si vous permettez. C'est les salariés dans les conseils d'administration. Au moment de l'ANI, on nous a dit il va y avoir des salariés. On se moque du monde. Ils ont dit que c'était dans les entreprises de plus de 10 000 salariés qu'on avait au moins 5 000 en France. Et bien même ça, le patronat redécoupe les groupes de façon à faire des holdings et à dire qu'elles échappent à la représentation des salariés. Et il était question que de 2 salariés. Et en plus, on ne savait même pas comment étaient désignés. Et en plus, les 2 salariés en question étaient tenus à la discrétion. Ils n'avaient pas le droit. Et en plus, ils n'étaient pas protégés. Ils pouvaient se faire virer s'ils l'ouvraient quand ils étaient dans le conseil d'administration, où ils allaient compter pour du beurre parce qu'ils n'étaient que 2. Pour vous comparer avec l'Allemagne, où dans les conseils d'administration, il y a 50% de salariés. Voilà. Et tout va. Ils avaient dans l'ANI gelé les seuils sociaux. C'est-à-dire faire que pendant 1 an, un employeur qui passait le cap de 10, qui allait vers 11, devait mettre en place des délégués du personnel. Enfin, il avait 1 an de délai pour le faire. Pour un comité d'entreprise, quand il passait le cap de 50, il avait 1 an de délai. Et puis maintenant, ils remettent en cause les seuils sociaux. Voilà. Alors maintenant, on nous dit qu'il faut en mettre en cause 11 et 50, et qu'il ne faut plus de délégués du personnel, et qu'il faut supprimer les CHSCT, et qu'il y aura une seule structure qui fera tout. C'est pas très bien si ça, c'est pas de la simplification, ça. Et au-delà de 50, voilà. Alors moi, j'en suis renversé quand j'entends qu'on me dit l'ANI était une bonne chose ou c'est une avancée. Pas du tout. Vous savez, en Allemagne, l'exemple tellement cité. Et ben en Allemagne, la représentation du personnel, ça commence à 5. 5. Voilà. Et nous, c'est 11. Et 50 pour l'essentiel.
Et ça, ils veulent le faire sauter. Puis après, ils nous disent, il faut faire comme en Allemagne. Non, mais ils se moquent du monde. Vous avez mentionné le fait que l'on cherche à encourager les licenciements. Je crois que c'est Pierre Gattaz récemment qui a dit pour que les patrons embauchent, il faut faciliter les licenciements. Ouais. Ça ressemble à de la novlangue. Oui, mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce que sans le savoir, la phrase que vous citez n'est pas celle de Pierre Gattaz, mais de son père. Quand il était président du CNPF en 1986. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait exigé que le contrôle administratif sur les licenciements qui existaient depuis 1975, qui avait été mis en place par Chirac d'ailleurs, dans le but d'empêcher qu'il y ait des faux chômeurs. Et quand ceux-ci étaient payés 90% après un licenciement économique pendant un an. Et bien, le patronat avait exigé que Chirac et Seguin, à l'époque, en 1986, suppriment le contrôle administratif sur les licenciements. Et ils avaient dit, si on fait ça, ça facilitera l'embauche. On a déjà vérifié. Ça a fait 400 000 licenciements de plus quand le contrôle a été interrompu. C'est pour vous dire s'il y a des licenciements sans cause réelle et sérieuse, s'il y a des licenciements abusifs, et s'il y a des licenciements boursiers, parce que ça rapporte plus de licenciés, il vaut mieux mettre l'argent dans les îles Caïmans et licencier. Bon. Alors, ce que dit Pierre Gattaz aujourd'hui, le fils Gattaz, est encore plus vicieux. Il dit qu'il faut pouvoir licencier sans motif. Alors, ça, c'est la violation d'une convention de l'Organisation internationale du travail, numéro 158, que la France a signée avec 40 autres pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dehors sans lui dire pourquoi. Et ce que veut Gattaz, c'est qu'on puisse dire dehors, et je n'ai pas à te dire pourquoi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de motif, il n'y a pas de recours facile. Et donc, en vérité, c'est vraiment le sommet de la... Comment dirais-je, de la façon de traiter de façon indigne un salarié. Hein, c'est-à-dire qu'on est chassé comme un chien. Voilà, on n'a pas d'explication. Hein, ça existe dans le droit anglo-saxon, ça existe aux États-Unis. Vous avez vu un film de George Clooney qui s'appelle In the Air. Le gars joue le personnage qui licencie. Le titre, c'est In the Air parce qu'il prend l'avion. Chaque fois qu'il se pose dans une ville, il va dans une entreprise et il fout des gens dehors. Et ça prend 5 minutes. Le temps de lui dire, voilà, tu prends ton carton, il est encadré par 2 personnes, il n'a pas le temps de parler à ses collègues, il est expulsé de la boîte, il n'a plus le droit d'y revenir. Et ça, c'est sans motif, sans lettre, sans procédure, sans avertissement, sans discussion. Et c'est ce que veut Gattaz. Là, ça nous réduit presque à l'état de l'esclave, même pire, parce que le maître, à l'époque, ne pouvait pas virer l'esclave. Il fallait bien qu'il le nourrisse le soir et qu'il ait en charge de femmes et enfants. Et là, vous êtes juste payé pour l'acte productif que vous faites. Le patronat veut supprimer les cotisations sociales, il veut supprimer les allocations familiales, le truc pour la retraite, etc. Et il veut pouvoir vous virer quand vous voulez. C'est un retour au 19e siècle, avant que tout le droit du travail soit constitué, que des rapports de force syndicaux, sociaux se soient établis, qui quand même atténuent la dureté de l'exploitation dans les entreprises. C'est un retour en arrière fabuleux, ce cause Gattaz. Et comme en même temps il veut supprimer, je l'ai dit, les délégués du personnel, les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, comme en même temps il veut qu'on travaille le dimanche, comme en même temps il veut qu'on travaille de nuit, comme en même temps il veut plus de durée légale du travail, plus de 35 heures, que ça soit parfaitement, il n'y ait plus d'ordre public social, ça soit parfaitement discuté. Vous vous rendez compte, il veut plus de SMIC. Vous vous rendez compte la destruction qui nous est proposée de tous les droits que nous avons acquis depuis 60 ou 70 ans, et surtout depuis le programme du Conseil national de la résistance. Oui, justement, il y avait un précédent président du MEDEF qui avait admis que le but du MEDEF, c'était justement de détruire les acquis du programme. Oui, c'est Denis Kessler. Exactement. C'était le numéro 2 derrière le baron Seyer. Et lui, il a dit, quel est notre programme? Détruire tout le programme du Conseil national de la résistance. Au moins ça c'est clair, on sait qu'on a affaire à un archaïque du 19e siècle, des maîtres des forges et des exploiteurs, que eux veulent revenir au temps de Zola complètement, et que eux veulent qu'il n'y ait plus tous les droits qu'on a mis un siècle à conquérir. Et est-ce que vous pensez que la France et les Français pourront justement préserver ces droits tout en étant au cœur de l'Union européenne qui est ultralibérale et qui pousse à la libéralisation à outrance, à la privatisation? Est-ce qu'il y a un avenir parce qu'on nous dit toujours oui, si on sort de l'Union européenne, ça va être le Moyen-Âge, etc. Mais est-ce qu'en y restant, ça ne nous assure pas d'y aller tout de même? Ma réponse est catégoriquement oui. Nous pouvons résister. Et l'Union européenne n'a aucune autorité pour nous imposer ces modifications de notre Code du travail.
Même le traité constitutionnel fameux de 2005, transformé en traité de Lisbonne, à peine changé, prévoit qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale. Ça se conteste, hein. Moi, je serais pour une harmonisation par le haut. Hein. Mais eux, ils disent non, pas d'harmonisation. Ce qui fait que la seule tentative d'harmoniser les droits du travail, elle est, si je m'en souviens bien, une espèce de livre vert, il l'avait appelé comme ça, d'un commissaire tchèque qui s'appelait Spidla, et qui avait essayé de faire une espèce de programme minimum de code du travail en Europe. Même le patronat européen dit non. L'UNIS, qui est l'équivalent du MEDEF, UNICE, avait dit non, parce qu'ils avaient peur que même en harmonisant par le bas les codes du travail, ça n'encourage des revendications communes dans tous les pays pour remonter celui-ci à un niveau normal dans nos sociétés développées. Et donc, en fait, il n'y a pas d'harmonisation. Ils préfèrent que ce soit un bordel du point de vue du droit du travail, etc. Mais ceci aboutit au résultat, c'est que nous, en France, nous pouvons faire ce que nous voulons avec notre code du travail français. Et que c'est des excuses que d'aller chercher dans l'Europe l'explication au mauvais coup que je vous ai décrit précédemment. C'est le gouvernement français qui est en cause. Et si le gouvernement français dit « j'applique mon droit du travail sur mon territoire », eh bien, il le peut. Et l'Union européenne ne peut rien contre. Et je vais prendre tout de suite un exemple. Il y a toute une discussion sur la circulaire Bolkestein. Est-ce qu'on est payé selon le pays d'origine? Ça m'a toujours fait sourire, moi. Parce que bon, quand j'étais inspecteur du travail, j'avais l'AFP dans mon secteur. Et l'AFP avait une plateforme à Chypre où il y avait une cinquantaine de journalistes parce que ça permettait de couvrir tout le Moyen-Orient. Et bien, ils ne les payaient pas au tarif parisien. Hein. C'était pas le prix du pays d'origine. Il les payait avec un lance-pierre comme pigiste et tout, alors qu'on avait des universitaires brillants qui parlaient 4 ou 5 langues, qui connaissaient tout le Moyen-Orient comme leur poche. Je vous prends un exemple. L'idée de payer selon le prix du pays d'origine, c'est simplement pour baisser le salaire. Bon. Et donc là, ils ont inventé, c'est pas Bolkestein qui a triomphé, c'est l'idée qu'il peut y avoir, du part, on paye dans le pays au net, qui est le prix du pays, enfin bon, mais on peut ne pas payer les cotisations sociales, c'est-à-dire le salaire brut, le salaire indirect, le salaire différé, on peut ne pas le payer comme dans le pays où on travaille, mais dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'un Bulgare ou un Roumain ou un Polonais vont toucher ici le salaire net qui touche théoriquement à côté des collègues avec lesquels ils sont amenés à travailler, mais pas leurs cotisations sociales. Elles vont être plus basses, elles vont être au prix polonais, au prix roumain ou au prix bulgare, et censées être payées aux caisses de protection sociale de là-bas. Sauf que c'est invérifiable. Et sauf que ça fait une concurrence déloyale ici même en France, puisque du coup, ça fait des baisses de salaire brut de plus de 30%. Et donc vous avez 350 000, sachez-le, il faut le dire partout, 350 000 salariés en France qui sont ce qu'on appelle ces salariés détachés et qui sont payés moins cher ici que là-bas. Bon, alors c'est comme ça qu'il y a des licenciements chez GAD, en Bretagne, chez Doux, dans les abattoirs, etc. Pourquoi? Parce que les salaires sont jugés par les patrons toujours trop élevés, et donc ils ont baissé au niveau des travailleurs détachés, ils ont pris les travailleurs détachés à la place de salariés français. D'abord, ça crée des situations de tension sociale énormes. Deuxièmement, c'est illégal. Je vais vous dire pourquoi. C'est que le droit du travail français s'applique à 100% sur notre territoire. Voilà, c'est la règle. Quand il y a eu des arrêts de la Cour de cassation définitifs, hein, c'était pour la construction du TGV Atlantique il y a plus de 30 ans, c'était l'arrêt Rute Portuguesa, si ma mémoire est bonne, c'est le nom de la société portugaise qui construisait le TGV Atlantique. Et ils avaient l'intention de les payer au SMIC portugais. Et donc il y a eu une décision qui a été prise, c'est que non, ils étaient sur le territoire français, ce serait au SMIC français. Mais le SMIC français s'entend en salaire brut, pas en salaire net seulement. Donc l'inspection du travail peut, sur chacun des cas des travailleurs détachés qui sont au SMIC, aller voir et mettre le procès verbal au patron français, le chef français, qui utilise cette tricherie pour payer des gens moins chers sur notre propre territoire. Donc c'est une question de volonté politique, c'est pas une question européenne. Si le ministre du Travail envoie des directives à l'inspection du travail, donne des moyens à l'inspection du travail, et dit vous allez traquer tous les travailleurs détachés qu'on a sur notre territoire, vous avez fait respecter le salaire brut, et puis ensuite, le ministre de la Justice dit au juge, ben, vous allez sanctionner, voilà, et ben vous avez 125 000 salariés dans le bâtiment qui sont concernés, et ça va faire loin. Hein. Bon. Donc en vérité, je n'aime pas cette hypocrisie qui consiste à dire que c'est à cause de l'Europe s'il y a des reculs du droit. C'est à cause de nos propres gouvernants.
Euh, mais toujours concernant le droit du travail, les syndicats, il y a eu récemment une petite crise interne à la CGT avec Thierry Lepan, dont vous avez pris la défense. Vous avez estimé qu'il était victime d'une cabale. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer votre Oui, point de enfin vue? écoutez, c'est un problème de gestion interne à la Confédération CGT plutôt que un problème de Thierry Lepan. Moi, j'ai de la sympathie pour Thierry Lepan. Je suis un Normand comme lui, peut-être c'est pour ça. Je le connais depuis 25 ans parce que je l'avais soutenu du temps de Moulinex et à Caen, j'avais fait des meetings avec lui. Donc, je le connais. Le gars, c'est pas le gars a eu abusé. Il est fauché comme moi. Hein. Et depuis qu'il est nommé à la direction de la CGT, il vivait dans un hôtel parce qu'il est du Calvados. Donc, avant, les dirigeants CGT étaient à Paris, donc ils restaient dans leur appartement. Et là, au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui a dit: "Je ne vais pas rester à l'hôtel, on va te trouver un appartement." Mais c'est même pas lui qui s'en est occupé, c'est la gestion. Alors là, la gestion peut-être pose problème. Hein, parce que moi, je ne suis pas à la place du gars qui a pris la gestion. Peut-être il pouvait trouver un autre appartement moins cher, etc. etc. Mais il ne faut pas le mettre sur le compte de Thierry Lepan qui veut je ne sais quel luxe. Il faut le mettre sur le compte d'un dysfonctionnement et d'une commission. Je crois que c'est ce que la Confédération CGT a tiré comme conclusion, c'est qu'il fallait qu'il y ait une commission pour ces questions d'organisation. Avant, ça se faisait dans un je n'ai pas bien compris, dans un pool de trésorerie, puis il y avait un responsable, puis il n'était pas surveillé, contrôlé ou associé dans un cadre collectif. Donc c'est ce niveau-là. Par contre, je sais que beaucoup de gens ont utilisé ça, encore Manuel Valls, qui dit: "Mais qu'est-ce que Thierry Lepan de... Mais qu'est-ce que c'est qu'un Premier ministre qui se permet d'insulter la plus grande organisation syndicale comme ça de notre pays? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a une opinion, Valls, il s'est informé, il est allé à la commission de contrôle financier de la CGT, il est allé écouter quelle était la commission que je viens de décrire, les conditions dans lesquelles cet appartement avait été ou pas pris. Bon, et maintenant ils ont fait la régulation. Et vous avez un Premier ministre qui insulte un syndicat, puis après il va dire qu'il faut les débattre avec les partenaires sociaux et qu'il faut des sommets sociaux quand ils se comportent comme ça. Mais c'est même pas le béaba de ce que c'est le respect de l'éthique à l'égard des organisations syndicales. Je voudrais parler un petit peu de la CFDT. Son ancienne présidente, Nicole Notat, a été membre, et est toujours membre, il me semble, a été membre pendant des années du club Le Siècle. Vous savez, qui se réunit une fois tous les mois à l'Automobile Club de France, où on voit de nombreuses personnalités politiques, des journalistes, des patrons, des hommes de culture. Euh, Selon vous, qu'est-ce que ça dénote de ce syndicat, la CFDT, qui soit présent comme ça à une table de grands puissants qui se réunissent un peu secrètement? Je crois que ça dénote rien du tout. Moi, je m'en fous de ces histoires des siècles, Bilderberg, ou Rotary Club, ou tous ces machins. Je n'en suis pas membre, je n'en serai jamais membre. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait la nature d'un syndicat. Que même si des dirigeants vont à tort côtoyer d'autres, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a une histoire de la CFDT. L'histoire de la CFDT, elle vient d'une scission de la CFTC, on est au milieu des années 60, hein, puisque l'arrêté qui va reconnaître la CFDT date de 66, et la CFDT va jouer un rôle assez progressiste, c'est-à-dire très actif avant, pendant 68 et un peu après. Ils vont même avoir des lignes très à gauche, autogestionnaires et tout ça. Puis après, ils vont se réorienter, comme ça s'est dit à l'époque, recentrer. Et ils vont éliminer une partie de leur aile gauche. C'est ce qui donnera Sud à l'époque et tout ça. Et puis ensuite, après, ils vont avoir une politique, je dirais, très, très suiviste des libéraux. Je parle pour la direction, je parle pas pour les militants, hein, parce que les militants, j'en dirai un mot après, eux, c'est pas leur problème. Ils défendent leurs droits dans leur entreprise. Ils voient pas toujours ce que leur direction dit et fait en la matière, quoi. Et donc, par exemple, la CFDT avait tenu un séminaire à la fin des années 90 pour savoir s'il fallait accepter la mise en concurrence de la sécurité sociale, par exemple. Ils ont mis 3 réunions, mais ils ont finalement dit que oui. Bon. Ils ont discuté pour savoir par rapport aux services publics, aux cheminots, à la SNCF, etc. Puis en fait, ils se sont alignés sur beaucoup de dépositions des libéraux européens. Ils étaient pour le traité constitutionnel européen, par exemple, tandis que la CGT ou Force ouvrière étaient contre. Bon. Donc il y a eu des évolutions idéologiques de la direction du syndicat. Et ils ont ils l'ont payé cher. En 2003, c'est-à-dire quand François Chérec était allé signé dans le bureau de Raffarin l'accord au milieu de mai 2003 sur les retraites, remettant en cause la retraite à 60 ans, alors qu'il y avait un mouvement, un front syndical unitaire, il y avait un mouvement d'une ampleur absolument considérable à ce moment-là, et il avait en quelque sorte, oui, on peut dire trahir, parce qu'il était allé, il n'a même pas prévenu
les autres syndicats. Il n'a même pas prévenu son propre syndicat, ses propres militants. Il était allé signer dans le bureau du Premier ministre de nuit l'accord. Bon. Alors, il avait quand même cédé à des pressions qui étaient quand même puissantes pour ça. C'est-à-dire que les pressions qu'il déterminait n'étaient pas celles des salariés, ça c'est sûr. Parce que sinon, il les aurait consultés avant. Donc c'était des pressions qui venaient d'ailleurs. Donc ça a posé problème parce que la CFDT a perdu 100 000 membres. Perdu 6 à 7, 8% des élections professionnelles, aux élections professionnelles. Elle a perdu 10 points aux élections prud'hommes qui ont suivi. 10 points par rapport à la CGT. Bon, et alors il y a eu un débat interne à la CFDT ensuite pour quel était le bilan de ça. Alors, une partie de la CFDT a rejoint la CGT au Sud à cette époque, 100 000 membres en 2003, 2004 et tout ça. En même temps d'ailleurs que sur le plan politique, les électeurs votaient 20 régions sur 22 à gauche. C'est-à-dire que la réforme sur les 60 ans était tellement haïe, détestée et haïssable que Chirac en a payé un prix très très fort à cette époque-là, et Fillon aussi, et Raffarin aussi. Donc c'est veut dire quand même que c'est un syndicat, quand il fait ça, il signe dans le dos de sa base, quoi. Voilà, c'est comme ça que et sa base s'est rebellée, parce que il y a eu des années de débat dans la CFDT jusqu'en 2010. Et en 2010, il y a eu un congrès en juin 2010, au milieu de la deuxième mobilisation sur les retraites face à Sarkozy. À cette époque, il y avait à nouveau 8 millions de manifestants. Et là, la CFDT a été obligée de rester jusqu'au bout, dans le front syndical, des 8 syndicats, parce que sa base avait mis le haut là. Alors, il faut bien comprendre, un syndicat, c'est un syndicat de masse, la CFDT. C'est pas un groupuscule. Il y a 600 000 adhérents. Voilà, c'est les salariés. Et on ne gagne jamais si on n'a pas l'unité des salariés. On ne gagne jamais si on n'a pas l'unité syndicale et si on n'a pas l'unité politique. Donc il ne faut pas traiter la CFDT n'importe comment. Il y a des gens qui disent c'est pas un syndicat. Eh ben, ils ont qu'à être dans une boîte où il y a la CFDT et puis la CGT. Puis ils verront s'ils n'ont pas besoin de l'unité. Parce s'ils rentrent le matin en disant la CFDT, ils ne feront jamais rien dans l'entreprise. Jamais rien. Donc tous les militants syndicaux savent que c'est un syndicat. Et maintenant, il y a une direction qui n'a pas exactement la même vision que les autres directions syndicales, par exemple la CGT ou EFO. C'est un des problèmes aujourd'hui qui fait la division. C'est un des problèmes aujourd'hui le plus essentiel qui permet à Valls de gouverner. Parce que Valls va saluer la CFDT il y a 3 jours, le 4 novembre, et il va leur dire « Vous aviez raison de trahir en 2003 ». Il leur a dit, nous aurions dû, nous socialistes, être avec vous quand Chirac a signé avec Raffarin. Or, c'est pas vrai, on était au congrès de Dijon, moi j'y étais, et le congrès de Dijon, à l'unanimité, a voté une motion que François Hollande a lue, et qui était pour la défense de la retraite à 60 ans à taux plein. Et Valls dit aujourd'hui, François Hollande avait tort à ce moment-là. Il dit, c'est Chirac qui avait raison. Alors, c'est tout un débat, c'est un débat qui traverse tout le mouvement social et le mouvement syndical. Vous me donnez l'occasion de l'expliquer au moment où on parle de la CFDT. Mais je le dis toujours aux gens, je dis, n'allez pas insulter la CFDT. Interrogez-vous sur pourquoi il y a des gens qui pensent cela, qui croient que la crise existe, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on ne peut pas faire autrement que l'austérité, qu'on ne peut pas augmenter les salaires, etc. Il y a des gens qui croient ça dans le salariat. Hélas, ils ont tort, mais ils le croient. Et il faut enlever ces mauvaises idées, il faut les rendre minoritaires. Mais elles sont un peu, les médias aidants, c'est bien entré dans la tête des gens qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que la crise existe. Donc c'est tout un travail militant, et ce travail militant, vous ne le remplacez pas par des insultes. Pas la peine de dire la CFDT est un syndicat pourri, jaune, je ne sais pas, j'en ai entendu. Moi jamais je ne dis ça. Jamais je ne dis ça. Je respecte tous les syndicats, je n'ai aucun ennemi parmi les syndicats, de même que je n'ai aucun ennemi à gauche. Je suis pour l'unité de la gauche et je suis pour l'unité syndicale. Très bien, on va passer sur une question d'actualité par rapport au jeune Rémi Fraisse, militant écologiste tué par une grenade offensive dans ce qu'on appelle la zone à défendre du Testet contre le projet de barrage. Comment est-ce que vous analysez cette affaire, autant au niveau de la communication gouvernementale que de l'attitude des forces de gendarmerie envoyées sur le terrain? Je crois, j'ai hésité sur le moment à bien comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui s'était passé sur le barrage. Mais là, je crois qu'il y a une bavure qui a été faite du point de vue politique, parce qu'il y avait des directives autoritaires et de fermeté qui avaient été véhiculées depuis le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le préfet du Tarn, contre les manifestants. Bon, et maintenant, les enquêtes se font jour, quoi. Il y a eu quand même beaucoup de violences qui n'étaient pas justifiées. Et alors, on me dit c'est parce qu'il y avait des groupes de manifestants qui étaient violents. Oui,
mais ils avaient tort. Il y en a eu, c'est pas la première fois, hein, depuis les mouvements altermondialistes, où on a des petites franges extrêmement violentes. Mais c'est pas une raison pour cogner sur tout le monde. Le jeune qui est mort n'avait rien à voir avec eux. Et on me dit même qu'il avait été socialiste 2 ans plus tôt pour le congrès de Toulouse, dans une motion de gauche. Et ce jeune était parfaitement étranger à la petite minorité de violents. Quand on analyse ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne parle même pas du fond, des problèmes du barrage et tout. Si vous voulez, j'en dis un mot. Oui, je vais en parler. Parce que, en vérité, il y a toujours des difficultés pour l'aménagement des territoires. Il faut des procédures, il faut de la consultation. C'est pas forcément un problème de lutte sociale, de classe ou autre chose. Il y a des gens qui ont un point de vue. Il faut faire ça, il faut faire une route, il ne faut pas faire de route, il faut faire le TGV, il faut faire le train. C'est pas la première fois. Ça fait des décennies que ça existe. La question, c'est qu'il y ait des modalités très démocratiques pour trancher. Notre-Dame-des-Landes aussi, c'est là. Vous avez les décisions des conseils des généraux, puis des régions. Bon, s'il y a une majorité, dans le Tarn, c'était 43-3. Bon, c'est une vraie chose. Sauf que le projet remonte à 20 ans en arrière, et finalement, la décision est prise il y a 10 ans. Depuis 10 ans, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas le faire, il y a une hésitation. Mais même depuis 10 ans, les jugements sur ce genre de retenue d'eau, le rapport avec l'agriculture et le type d'agriculture, ont évolué. Donc il y a des manifestants qui disent ne faites pas. C'est un élément de la démocratie, la manifestation. C'est-à-dire, même si vous avez une décision institutionnelle respectable, vous avez des manifestations, il faut revoir. J'ai cru comprendre que les simples manifestations ont permis à ce qu'il y ait un nouveau rapport qui remette en cause l'étendue d'eau, la nature du barrage, et qui disent on ne s'était pas justifié, peut-être cette agriculture-là n'avait pas besoin de ça. Donc c'est discutable. Moi, personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui ont étudié le dossier localement, avec tout, etc. Je regarde seulement. Ce que je veux, c'est que ça se décide démocratiquement. On ne va pas matraquer des manifestants qui posent la question. S'ils ne la posaient pas, imaginez qu'ils aient totalement raison, que le dernier rapport leur donne raison. Alors pourquoi on a envoyé à la police ? Pourquoi il y a eu ces violences ? Il faut être souple et démocratique. Bon, encore une fois, en isolant peut-être ceux qui sont des ultra-gauchistes un peu illuminés et violents. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est pas ça. On était dans la nuit. C'était 2h30 du matin, 2h du matin. Maintenant, on nous apprend qu'il y a eu 400 grenades tirées au total, dont une quarantaine qui étaient des grenades offensives, mortelles, quoi. Puisque maintenant même le ministre de l'Intérieur dit qu'il va les retirer pour étudier. Donc voilà, vous voyez, bon, et c'est bien une grenade mortelle qui a touché le jeune homme qui, lui, n'était pas concerné, pas rien des bagarres. Alors, pourquoi la police avait-elle 70 personnes à 2h du matin ? Qu'est-ce qu'il y avait à défendre dans ce champ ? C'est pas les magasins, c'est pas des édifices, c'était un champ. Il n'y avait même pas d'engin de chantier ou autre chose. Tout ça était hors de cause. Si la police était simplement avait décidé de rentrer sur le coup de 9h du soir, juste à ce moment-là, comment ça aurait fini ? Par un feu de camp avec des guitares. Je veux dire, il y a aucun violent n'aurait trouvé matière à être violent contre les arbres, contre le chantier. Non, même pas. Donc il suffisait de désarmer en quelque sorte la tension, et pour ça il fallait des directives. On nous dit maintenant que c'est l'inverse, et que le préfet du Tarn a reçu des directives de fermeté. Tout vient de là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une bavure. Il y a quelque chose d'anormal. Et ensuite, après, on attend 48 heures pour avoir le résultat de l'autopsie. Quand même, les médecins, ils ont dû voir du premier coup d'œil de quoi y relever. Hein. Bon, 48 heures. Hélas, les autorités, les autorités ne prennent contact, François Hollande prend contact que 48 heures après avec la famille. Je ne vais pas vous dire, on me donne des leçons de bienséance pour le PDG de Total. 48 heures, c'est un peu beaucoup. Hein. 48 heures avant de reconnaître de qui il s'agissait, c'est quelque chose qui cloche. Voilà. Quelque chose qui cloche du point de vue de la démocratie, du point de vue du climat gouvernemental qui, par préfet interposé, fait qu'à 2h du matin, des policiers envoient à bout touchant, quasiment à quelques mètres, des grenades de ce type. Là, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Moi, c'est le juge d'instruction. Mais je serais content si l'instruction va jusqu'au bout, parce que c'est pas la première fois depuis que je milite, depuis 50 ans que je milite, que je vois des cas comme ça où il y a des violences policières qui sont excessives. Et souvent, c'est les violences policières qui provoquent ce résultat. Et le maintien de l'ordre peut être fait par des moyens, comment dirais-je, plus raisonnables et plus respectueux des humains. Après, j'ajoute que j'ai été choqué, moi, à l'Assemblée nationale, quand Cécile Duflot
propose une minute de silence. Mais bien sûr qu'il fallait faire la minute de silence. Bien sûr. Quand le président de l'Assemblée nationale dit mais non, nous réservons ça qu'à des officiels, ou là, il l'avait fait pour Clément Méric 1 an plus tôt. Il n'y a pas d'argument pour ne pas le faire. Enfin, il me semblait que c'était là. En plus, moi je suis pour l'unité de la gauche, je ne suis pas pour que je ne sais pas quoi, le Parti Socialiste s'oppose aux Verts et les Verts s'opposent au Parti Socialiste sur une question comme ça. On doit travailler en commun. C'est pas le tout de dire on est pour la transition énergétique, puis par contre on est contre les Verts qui ont un avis sur un barrage ou sur Notre-Dame-des-Landes. Encore une fois, je ne parle même pas du fond du dossier de Notre-Dame-des-Landes. Je me suis personnellement jamais exprimé là-dessus. Ce que je dis, c'est que la manière de trancher doit être démocratique. Il faut faire les consultations locales nécessaires. Il faut refaire quand elles ont été faites il y a longtemps et qu'il y a un problème, il faut les refaire. Et puis même éventuellement d'avoir des référendums locaux, tout ça peut se discuter pour éviter qu'on en arrive à des extrémités comme celles qu'on vient de vivre à propos du barrage de Sivens. Alors j'aimerais vous poser une dernière question. Hier, François Hollande était l'invité de TF1 pour une interview. Quelle impression vous a-t-il laissé? Et selon vous, François Hollande peut-il ne pas terminer son mandat? Alors, écoutez, moi je suis contre le pouvoir personnel. Et plus ça va, plus je pense que la Ve République est bancale à vouloir élire tous les pouvoirs concentrés dans un seul homme. Je suis pour le pouvoir du Parlement. Je suis pour que le gouvernement procède du Parlement et non pas soit nommé par le haut pour en quelque sorte s'imposer au Parlement. Je suis pour la démocratie, pour une république démocratique, parlementaire, avec une proportionnelle, de façon à ce que tout le monde soit représenté. Et il faut prendre le temps qu'il faut pour discuter collectivement et pas croire que tout peut se trancher à l'Élysée avec des conseillers, surtout ceux qui en ce moment sont plutôt banquiers qu'autre chose. Alors François Hollande est pour moi dans une situation extrêmement compliquée. Il ne fait pas ce qu'il avait promis, il fait le contraire. Il croit et il dit que sans ces mesures de redressement, de rigueur, de tout ce que veut, sans prononcer le mot austérité, il n'en veut pas, mais c'est pourtant de l'austérité, il croit que c'est nécessaire pour obtenir un résultat, puis ensuite faire une politique plus sociale. C'est sa thèse. Moi, on m'a dit, aller autour de l'Élysée, on m'a dit, Gérard, tu ne comprends rien. Nous sommes en train de fabriquer les bonbons et nous les redistribuerons plus tard. Et donc, dans les 2 premières années du quinquennat, on nous a dit, attends, on redresse les comptes, on va inverser la courbe du chômage, on va baisser les déficits, et on va arriver à une situation qui permettra ensuite d'avoir une politique sociale. Alors, il y a des gens qui ont cru ça. Moi, j'avais dit, ça ne marchera pas. Parce que quand vous faites ça, vous allez vous priver de la base sociale qui nous a élus parce qu'elle ne va pas être contente. Et puis vous n'y arriverez pas parce que vos adversaires de droite et le patronat saboteront. Donc vous n'arrivez pas comme ça. Vous ne ferez pas de bonbons. Donc vous ne les redistribuerez jamais parce que vous ne les ferez pas. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que j'ai bien écouté les 2 temps de François Hollande. Pour la première partie du quinquennat, il disait « Vous êtes mécontents parce qu'il n'y a pas de résultats, mais on va avoir des résultats. Et quand on va avoir des résultats, vous aurez les bonbons. » En gros, c'était ça le langage des 2 premières années. Et le langage d'hier soir, à la mid-time, comment ils disent les Américains, mid-term, pardon, à la mi-temps, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous n'allons pas avoir de résultats. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est peu probable qu'on en ait. Mais c'est notre devoir de continuer quand même. Ça, il a dit, serait-ce que pour mon successeur. C'est inouï comme déclaration. Donc, il a changé complètement. C'est-à-dire, au début, c'est je fais provisoirement quelque chose qui n'est pas bien, mais c'est pour le bien plus tard. Et maintenant, il dit je continue quelque chose qui n'est pas bien, mais je ne sais pas quand est-ce que le bien arrivera. Peut-être mon successeur. C'est un enfermement total. Parce qu'évidemment, avec cette politique, il n'a pas le soutien de la droite. La droite lui dit t'en fais pas assez. Tous les jours. Le langage de la droite, c'est quand tu donnes 41 milliards au patron, c'est pas suffisant, il faut en donner 100. Bon, le langage de gâtage, c'est d'ailleurs pareil. Tu m'as donné ça, ça, ça et ça, mais ça ne me suffit pas, il m'en faut plus. Bon, ça, c'est la droite. Donc, elle sabote ce que veut faire François Hollande. Puis, quant à la gauche, elle est en colère, impatiente et mécontente. Les inégalités s'accroissent, le chômage s'accroît, la misère s'accroît. Bon, les salaires sont bloqués, et tout le monde voit bien que la France est riche. Donc, ça craque de ce côté-là. Bon. Donc il lui reste 12% ou 13% d'opinion favorable.
cherchez-les, hein, c'est dans ceux qui croient que la crise c'est incontournable, cherchez-les dans la direction de la CFDT, dans l'aile droite du Parti Socialiste, et quelques gens un peu sociaux-libéraux et plus libéraux que sociaux. Il y a une petite base pour ça. Mais donc il est si j'ose dire du point de vue de sa base sociale, permettez-moi la familiarité, il est à l'os. Hein. C'est-à-dire que Manuel Valls repose sur une tête d'épingle. Il n'a pas la droite et il n'a pas la gauche. Ils sont minoritaires là-haut. Donc tout se passe mal. Parce que quand vous essayez de diriger dans une situation de crise un pays avec une minorité, vous perdez de tous les côtés. Rien ne se fait. Il le dit à sa façon, parce qu'il dit il ne faut pas croire que parce qu'on décide, ça s'applique. Ben non, il aura peu de chances que ça s'applique, il n'a que des mécontents en face de lui, de droite comme de gauche. C'est une politique qui n'a pas de majorité. Donc ça c'est le drame de François Hollande, il s'est engouffré là-dedans. Quand on prend au sérieux ce qu'il dit, c'est pas sérieux. Il a voulu être un président normal. Ceci dit, moi je dis à sa décharge que les institutions de la Ve République ne permettent pas qu'il y ait un président normal. Il faut toujours que ça remonte à lui, toutes les décisions, même quand il y a une fille, comment elle s'appelait, Dorothea ou je sais plus quoi, Roberta ou je sais plus, il faut que le président s'exprime là-dessus pour... Leonarda, pardon. Il faut que le président s'exprime là-dessus pour parler de tout, quoi, parce que sinon on lui reproche de ne pas décider. Après il décide de tout, même de ce qui n'est pas son ressort. Voilà, bon, c'est une situation compliquée. Alors, comment ça va se dénouer ? Moi, je pense pas. Je suis incapable de dire que dans les 6 mois qui viennent, ce qui va se passer. Je ne crois pas que ça puisse durer jusqu'à la fin du quinquennat. Donc, je réponds à votre question. Je pense que soit il y aura des formes d'explosion sociale, soit il y aura des crises institutionnelles, soit il y aura les deux. Et la crise institutionnelle, elle a commencé. Il n'y a plus de majorité pour sa politique. La dernière fois, le budget est passé à 9 voix. Il y a de plus en plus de députés socialistes qui s'opposent. Et le fait que Valls soit en minorité, c'est compensé par l'autorité de la 5e. Mais ça s'érode au Parlement. Bon. Et ensuite, sur le plan social, il y a un malaise partout. Je ne sais pas comment ça va se cristalliser, mais les gens en ont marre. Il y a de tout. Il y a de la déception, il y a de l'abattement, il y a de la colère, il y a de l'impatience, il y a du mécontentement, il y a de la violence. Et il y a des gens qui cherchent l'issue politique. Bon, et l'issue politique, elle peut venir... ça ne viendra pas d'une question environnementale, je ne crois pas. Ce n'est pas une question comme le barrage ou autre chose de Siemens. C'est symptomatique, mais c'est pas... Non, ça viendra d'une question sociale au cœur de l'entreprise. On va avoir pour le coup de grosses entreprises qui font des plans sociaux absolument injustes, boursiers, qui mettent des gens dehors, et les gens se battront. Et là, ça sera une autre paire de manches que dans un champ. Hein. Donc moi, je crois c'est ça. Et de toute façon, s'il n'y a pas une crise institutionnelle qui met Valls en minorité, s'il n'y a pas un mouvement social qui force le président à faire autre chose que ce qu'il fait, qu'est-ce qui va se produire ? La gauche va perdre 80% des départements et 12 régions sur 13. On va être laminé. Pour moi, c'est une terreur, cette histoire. Parce que si la droite revient, elle fera 3, 4, 5, 6 fois pire. Donc en vérité... même l'extrême droite. Oui, l'extrême droite dans ses fourgons. Donc ça sera nettement pire. La question c'est que... et à la fin, Hollande sera battu et l'Assemblée nationale, il restera 20 députés socialistes. Hein. On passera de 306 à 20. C'est ça qui va arriver. Bon. Donc moi, je suis un de ceux qui... J'essaye de causer, moi j'ai pas de prétention, je suis chef de file, rien du tout. Je suis... militant, je suis de la gauche socialiste, nous sommes nombreux, depuis Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, Jérôme Gage, Pouria Mirchahi, Barbara Romagnan, Nathalie Chaban, Frédéric Léonard, Pascal Cherki, nous sommes nombreux à avoir... et j'entends même que Benoît Hamon revient à des positions orientées à gauche. Bon, pour Montebourg, je ne sais pas. Il y a une force. Il y a même eu 40% des membres du bureau national du Parti socialiste qui ont voté une motion contre l'austérité, avec un très bon texte, contre la baisse du coût du travail, contre la politique de l'offre, pour une relance, pour une réforme fiscale. 40% du bureau national, c'est pas rien, quoi. Bon, 100 députés qui ont signé un bon texte aussi. Les socialistes contre l'austérité sont nombreux. Moi,
participé à une réunion avec ma modeste revue qui s'appelle, avec des amis qui s'appelle Démocratie et Socialisme. On a appelé à toute la gauche du parti et tout le monde est venu. À Bellerive-sur-Allier, le 22 juin dernier, on était 300 de 65 départements. Hein. Ça coûtait cher la réunion. Je me dire que 300, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'était des gens qui avaient cœur de venir, qui payaient leur déplacement, leur voyage, leur séjour, et ils en voulaient, quoi. Et c'était très bonne réunion. Bon, après, il y a des réunions aussi de maintenant la gauche à laquelle je participe avec mes amis à Pierreville. Il y avait aussi 200, 220 personnes. Il y a eu des réunions avec Vieux-Boucau, avec Emmanuel et Hamon. Je crois qu'ils étaient autour de 350, 400. Le but, c'est de rassembler tout ça. Moi, je suis pour un large front qui défende le meilleur du Parti socialiste contre la politique de Valls. Parce que ce que je disais au début, ou c'est Valls ou c'est Jaurès, c'est le vrai choix, en vérité. Et la majorité du Parti socialiste n'est pas pour Valls aujourd'hui. Il a un atout pour essayer de la prendre, puisqu'il a le gouvernement, la direction du parti, les fédérations, etc. C'est vrai que c'est entre ses mains. C'est comme ça qu'il me menace, moi. Il a un atout pour essayer de prendre. Mais la majorité des socialistes sont pour ce que j'appelle le meilleur du Parti socialiste, même si c'est sur des positions sur lesquelles je ne suis pas toujours d'accord. Ça, c'est pas mon problème. Le débat a mérite d'exister, il doit exister, tout le monde doit se respecter, mais pas pour faire du libéralisme. Pas pour faire du libéralisme. Donc, Hollande est à la croisée du chemin, aux moitié de son quinquennat. Quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il doit le savoir, il le sent. C'est impossible qu'il ne le sente pas. L'autre jour, j'étais dans une télé, on me dit, vous en prenez toujours à Manuel Valls, c'est pas à François Hollande. J'ai répondu oui. J'ai dit, moi, je ne m'en prends pas à François Hollande, même si c'est l'inspirateur et le décideur de la politique, parce que tant qu'il est là, c'est lui qui est le pivot de tous les choix qu'il peut y avoir à faire, et même d'un renversement d'orientation. Et donc, vous pensez vraiment que c'est François Hollande qui fixe la politique en France aujourd'hui ? Il s'est mis dans des conditions, c'est vrai, avec un environnement qui le paralyse. Enfin, c'est lui qui est le responsable, comme je l'ai dit, hein, le pouvoir personnel dans la Ve République, c'était une catastrophe. Et je ne voudrais pas être à sa place. Hein. Ou plutôt, je voudrais bien, mais alors je ne m'entourerais pas de la même façon. Et je m'appuierais sur le Parlement et je m'appuierais sur une majorité populaire et pas sur l'élite oligarchique du CAC 40 et du MEDEF. Hein. Bon, ça c'est clair. Et donc, je pense qu'il est au cœur du dispositif. Et ce qu'il faut, c'est créer le rapport de force nécessaire pour qu'il écoute la gauche et qu'il cesse de louvoyer comme il est en train de le faire sur une crête improbable. Voilà. Est-ce qu'il peut écouter la gauche ? Bah oui, pourquoi ? Les gens ils disent ah, jamais, le PS est pourri, tout ça. Mais enfin, si ces gens-là ils veulent changer le monde, ils croient qu'ils ne pourront pas changer le PS. Il leur manque quelque chose. Parce que si on veut changer le monde, il faut changer le PS dans le mouvement. Et donc, il faut bien faire le rapport de force à gauche. Et moi, ce que je plaide, c'est qu'il faut un gouvernement rouge-rose-vert. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a des rencontres entre ceux qu'on appelle les frondeurs. J'aime pas l'expression. Ce sont des députés qui respectent leur mandat. J'aime mieux les appeler comme ça que frondeurs. Et entre eux, et puis des membres du Parti communiste, des députés du Parti communiste, des députés des Verts, ils ont fait des amendements communs contre Valls. C'est là qu'il y a la gestation du nouveau gouvernement. C'est-à-dire que la vérité, c'est un gouvernement pour une réforme fiscale, pour la reconstruction du droit du travail, pour une redistribution immédiate des richesses, pour une relance contre l'austérité. Ça tient en 3-4 points. Et c'est à l'Assemblée qu'il y a le cœur de la relève à Valls. Encore faut-il que Valls soit mis en minorité, que le mouvement social pousse et que l'unité se fasse. Ça fait beaucoup de conditions, mais il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Quand vous critiquez la Ve République, ça me fait penser à une nouvelle idée qui est en train de se propager. Elle est partie d'Internet, notamment avec Étienne Chouard, un économiste qui s'était fait notamment connaître pour sa campagne pour le non en 2005. Il y a donc un mouvement pour une 6ème République qui se crée, que notamment Jean-Luc Mélenchon a récemment aussi promu, où il souhaiterait la rédaction d'une nouvelle constitution, mais cette constitution ne serait pas écrite par des professionnels de la politique ou des élus qui vont écrire eux-mêmes les règles du pouvoir qu'ils vont exercer, mais par des citoyens entre guillemets non professionnels de la politique et qui seraient plus à même d'écrire des règles justes pour tous. Oui, je suis en Islande, mais ils sont 320 000. Ils ont tiré au sort des citoyens pour écrire la Constitution.
Mais on n'est pas dans cette situation, on est 66 millions, on sera bientôt le pays le plus peuplé d'Europe. Et il y a des règles démocratiques que je préfère au tirage au sort. Je préfère la discussion, les partis et le fonctionnement démocratique que le hasard. J'ai jamais cru que le hasard vous permettait d'obtenir les éléments les plus éclairés de la société pour rédiger une constitution. Les éléments les plus éclairés de la société, ils doivent provenir de la confrontation des idées, du développement des idées, et on a jusqu'à nouvel ordre rien trouvé mieux que les partis d'un côté, les syndicats de l'autre. Et moi, je suis un défenseur des partis et des syndicats. Je suis contre l'idée que ça va être le grand brouillon et que tout ça va donner quelque chose. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de mouvement de masse, que soulèvement populaire, c'est pas du tout ça. C'est l'idée que ça puisse se faire sans qu'il y ait des orientations, des réflexions, des lumières, des programmes, des méthodes de démocratie participative qui existent. Un vrai référendum d'initiative populaire, est-ce que ce serait une bonne chose? Oui, mais je suis prudent, moi, comme garçon, sur les référendums, parce que souvent, dans le référendum, il y a une simplification, voilà, et ça peut parfois aboutir à ce que ça n'exprime pas complètement ce qui est l'expression populaire. La représentativité, je préfère comme système. Une représentativité sous contrôle, avec la proportionnelle, avec des possibilités de révocabilité et des élus. Je préfère ce système-là, avec une forme de démocratie participative, avec une information de tous les citoyens à tous les niveaux. Ça, je préfère ça, avec des médias qui ne soient pas dictatoriaux, qui ne nous balancent pas la finance tous les matins, à partir de 7h du matin sur chaque radio. Voilà, il y a de la démocratie, il y a du parlementarisme, il y a de la proportionnelle, il y a toute une façon de faire une république laïque, démocratique, féministe, écologique. Il y a toute une façon de faire ça. Je suis pour la 6ème République. Mon premier article pour la 6ème République, je crois que je l'ai écrit en 1973. Bon, ça ne me rajeunit pas, ni personne. Et puis, même quand à la gauche socialiste, au début, je crois que c'était en 95, on avait fait une première réunion pour la 6ème République. Moi, je voulais qu'on rajoute social. Parce que la 6ème République, c'est d'abord celle qui va s'appuyer sur les salariés qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. La principale force sociale de ce pays, c'est le salariat. 93% des actifs sont salariés. Ils n'ont que leur force de travail à vendre. Et ils cherchent à la vendre bien. Et le patronat cherche à leur acheter peu, à bas prix. Et le choix principal dans une société comme la nôtre, c'est où vont les richesses produites. Est-ce qu'ils vont aux dividendes ou est-ce qu'ils vont au salaire ? Et donc, une république sociale, démocratique, c'est celle qui donne la parole au salariat et pas à l'actionnariat, pas au patronat. Le patron, ils sont qu'1 200 000. Les salariés, ils sont 24 millions, sans parler de ceux qui sont temporairement privés d'emploi. Sans parler de la jeunesse qui est des salariés en formation ou des retraités qui vivent grâce au salaire. Donc, le salariat, celui qui produit la richesse, c'est le pouvoir qui doit être entre ses mains, collectif. Donc il faut trouver toutes les structures qui permettent de capitaliser ce pouvoir et pas être à la merci de hasard, de médias, de regroupements temporaires, de manipulation du moment, ou de gourous qui parfois surgissent. Je crois qu'il y en a un en Italie, là, je ne sais plus comment, Grillo ou je ne sais plus quoi. Pepe Grillo. De gourous de ce type. Je suis contre toutes les gourous de toutes sortes. Je suis contre les dieux, les césars, les tribuns. Je suis contre les sauveurs charismatiques. Je suis pour le mouvement du salariat, la démocratie organisée, les syndicats et les partis. Très bien. Eh bien, Gérard Filoche, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Je vous remercie de m'avoir interviewé si longtemps et j'espère que ça profitera à tous ceux. Parfois, quand on parle à la télévision, on a 2 phrases. On cherche un petit slogan, 3 phrases. Là, j'ai un peu plus de temps et je m'en réjouis. Et c'était avec grand plaisir. À bientôt.